Le thème, vous le savez, faut-il encore aider le logement en France? Parce que là, tout va bien. Et le thème a été inspiré simplement parce que depuis l'été dernier, l'été de l'année dernière, un certain nombre de dispositions multiples et variées sont venues interroger les uns et les autres sur le rôle, la place et l'avenir des aides au logement en France. Alors je vais vous dire tout de suite pour les âmes sensibles, cette question est une question très ancienne. Simplement, je vais prendre un épisode récent. Vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelle l'allocation sociale unique, qui devrait mélanger l'ensemble des aides. RSA, aide à la rentrée scolaire, aide personnelle au logement, etc. Et vous dites, pétard, ce gouvernement abominable. Oui, mais faites bien attention, parce que cela correspond au retour d'un rapport présenté par la Cour des comptes en juillet 2015, vous voyez, d'avant, qui avait été commandé par une ministre du Logement à l'automne 2014, et qui finalement arrivait à une conclusion toute bête. Il fallait unifier l'ensemble des dispositifs d'aide pour améliorer leur efficacité. Et vous allez me dire, c'est encore un rapport qui a été fait par des énarques qui ne connaissent absolument rien à la réalité. Détrompez-vous. Parce que, comme il est bien écrit dans ce rapport de la Cour des comptes, que je vous invite à relire, mais vous n'avez pas le temps, donc vous aurez le plaisir de lire l'ensemble du document qui vous sera remis lorsque les actes seront publiés, la Cour considère ainsi que la fusion des aides personnelles avec certains minima sociaux semble l'option à terme la plus pertinente. Et là, vous accrochez, les responsables de la DHUP, ministère du Logement, blabla, et de la CNAF, ayant confirmé leur intérêt pour cette piste de réforme, la Cour recommande de poursuivre la réflexion. Ça, c'est une question qu'on va retrouver, parce que la CNAF a un conseil d'administration, au sein duquel siègent l'ensemble des représentants des partenaires sociaux, dont les représentants des centrales syndicales ouvrières. Et il est quand même remarquable que dans une situation pareille, il n'y ait pas eu d'alerte qui a été lancée. Nous allons y revenir parce que vous allez voir, cela est tout de même un point important. Et ce n'est pas récent. Je ne vais pas vous rappeler l'histoire de la prise de la Bastille. Je vous le rappellerai simplement qu'avant de démissionner, Eugène Claudius-Petit, qui était un des membres fondateurs du Conseil national de la Résistance, et qui a été ministre de la Reconstruction entre 1946 et 1953, s'était appuyé sur un des premiers, le deuxième rapport du Conseil général du plan. Conseil général du plan qui présentait l'estimation des besoins de construction en France, 4 millions de logements pour faire face à l'essor démographique et à l'absence de construction durant l'entre-deux-guerres, ce qu'un démographe, qui est un des membres fondateurs de l'INED, Henri, avait appelé le déficit en logement. Et pour cela, Eugène Claudius-Petit avait demandé de tripler les besoins, les aides budgétaires qui étaient mises à disposition du ministère de la Reconstruction. Il a été envoyé au plot. Les jeunes, ils savent ce que c'est les plots, hein. Surtout ceux qui ont fait leur service. Il a été envoyé au plot, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, puisque par l'ordonnance de juin 1945 a été créé ce qu'on appelait le service national du logement. La Breuil, il s'en souvient. Il l'a lu quand il était tout petit. Et donc, le service national du logement, une coquille vide, comme toutes les institutions qui ont été créées en 1945, soit elles n'ont jamais vu le jour. Par exemple, la caisse d'aide à la rénovation de l'habitat rural, ou elles n'ont jamais été dotées des moyens, comme par exemple, il en fut le cas, du Fonds national d'amélioration de l'habitat. Donc en fait, l'histoire est ancienne, elle est très ancienne, et je terminerai simplement ce petit rappel historique en vous disant, vous ne vous souvenez pas du 16 septembre 1969 ? Qui s'en souvient ?
Personne. Vous ne savez même pas ce que c'est, vous n'avez rien à faire. C'est le discours de politique générale de Jacques Chaban-Delmas. Et dans ce discours de politique générale, Jacques Chaban-Delmas rappelle, sous prétexte de ne pas faire de différence entre les bénéficiaires, on fournit des aides identiques à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui en ont modérément besoin et à ceux qui n'en ont pas besoin du tout. Voilà. Et donc, depuis, nous sommes dans cette évolution qui a pris corps à partir de 1971, qui a conduit à la réforme du financement du logement de 1977, qui s'est alimenté de ce fameux rapport, encore une fois, le rapport de la commission habitation du 6e plan, commission habitation du 6e plan, dans laquelle siégeait l'ensemble des représentants des partenaires sociaux, et qui estimait que finalement, le dispositif des aides au logement est un vaste système de transfert généralisé, qu'il faut donc le transformer, le moderniser, etc. Je voulais simplement commencer par ces petits rappels pour vous dire nous venons de loin. Mais faites bien attention, le loin, ce n'est pas simplement l'été dernier. Le loin, c'est l'histoire du rôle, du poids, du jeu de l'administration des finances dans le pilotage de la politique du logement en France. Donc nous avons beaucoup de questions à traiter. Ces questions qui sont à traiter, je ne vais pas vous les égrener, je vous dirai simplement, on a choisi 5 dispositifs d'aide. L'aide à l'accession à la propriété, le prêt à taux zéro, l'aide à l'investissement locatif privé, le Pinel, l'aide à la construction locative sociale, les soutiens à la rénovation énergétique et puis les aides personnelles au logement. Et moi, pour commencer très rapidement, je vais me faire un plaisir de reprendre 5 affirmations largement reprises dans la presse, qui sont 5 affirmations qui ont été portées par des responsables politiques. Je vais vous donner les affirmations à chaque fois, et à la suite de cela, je vous reprendrai les documents auxquels vous pouvez vous référer et qui contredisent chacune de ces affirmations. Alors évidemment, je ne ferai pas appel à mes travaux, parce que personne ne les lit. Même ma femme, elle ne sait pas que je les ai écrits. D'accord ? Mais je ferai référence à Eurostat, je ferai référence à l'OCDE, je ferai référence, etc. Voilà. Première affirmation. Vous le savez, la France est trop généreuse. Et qui n'a pas entendu dire qu'aujourd'hui, en France, on consacrait 40 milliards à aider le logement, ce qui correspondait à 2% du produit intérieur brut. Il n'y a aucun doigt ne s'est levé, donc tout le monde l'a entendu. Je vais vous dire, c'est un peu dommage que les uns et les autres, par exemple, n'aient pas consulté la publication de l'INSEE d'avant-hier, qui était la version semi-définitive des comptes trimestriels de l'INSEE. Puisqu'alors, vous seriez aperçu que le produit intérieur brut de la France, c'était de à peu près 2300 milliards d'euros. 2% de 2300 milliards d'euros, ça fait 46 milliards. Donc si on consacre 2% du produit intérieur brut à aider le logement, c'est 46 milliards. Il y a quand même une différence entre 40 milliards et 46 milliards. Donc si c'est 40 milliards et pas 46 milliards, ça signifie que ce n'est pas 2% du produit intérieur brut, mais 1,74% du produit intérieur brut. Et vous allez me dire, ouais, ça c'est un truc d'intellectuel. Sauf que si vous me donnez 6 milliards d'euros, je vous fais une politique du logement dont vous viendrez me parler dans un an. Donc maintenant, est-ce que véritablement la France est trop généreuse ? Et là, on a entendu, je ne vais pas vous refaire l'histoire, les uns et les autres racontaient « Oui, l'OCDE nous dit que, de toute façon, c'est là qu'on dépense le plus d'aide personnelle au logement. » Oui, bien sûr, parce que la France est un des seuls États de l'Union européenne qui a un dispositif d'aide personnelle au logement. Donc prenons autre chose. Y a-t-il d'autres documents ? Aucun. Aucun. J'insiste là-dessus, je le souligne. Le seul document qui ait comparé les aides au logement parmi les États de l'Union européenne, il date de 1994, Parlement européen. C'est bête ça, hein ? Donc ça fait que depuis 25 ans, on nous explique que la France est un des États de l'Union européenne qui consacre le plus d'aide au logement.
le seul document qui fasse une comparaison nous disait alors que la France était dans la moyenne des aides au logement de l'Union européenne, qui n'était pas alors de 28, vous en souvenez bien, et évidemment, la France était plus généreuse que la Grèce, l'Italie et le Portugal. Voilà. Bon, mais la France était sur un pied d'égalité avec l'Allemagne, et elle était bien moins généreuse, évidemment, que le Royaume-Uni ou que la Finlande. Donc, première affirmation, elle ne tient pas la route. Je vais vous passer à la deuxième affirmation. Les aides au logement, finalement, n'allègent pas l'effort de ceux qui en ont plus besoin. Et c'est bien pour ça qu'il faut les réformer. Vous en avez entendu parler largement. Très bien. Alors, pour dire cela, il faut pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Sur quoi? Sur la statistique publique, sur l'INSEE? Ben non, parce que la statistique publique, l'INSEE, l'enquête logement, elle a été publiée sous le titre Enquête logement 2013, mais en réalité, elle concerne la période 2009-2011. Bon, alors, on ne va pas prendre référence à ce qui se passait il y a 10 ans pour... Donc, regardons plus près. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. Le Conseil national de l'habitat n'a rien. Le président du Conseil national de l'habitat, l'ancien président du Conseil national de l'habitat se souvient des réclamations des membres du Conseil durant de nombreuses années à chaque présentation. A-t-on des éléments permettant de connaître les taux d'effort des ménages? Non. Vous n'avez dans les documents de loi de finances que des budgets types. Donc à quoi fait-on référence? Théoriquement, il n'y a qu'une institution qui dispose de cela, c'est la CNAF. Très bien. Dans ces cas-là, pourquoi la CNAF ne transmet-elle pas les documents? Pourquoi est-ce que les administrateurs de la CNAF ne transmettent pas les documents? Allez savoir, moi je ne sais pas. En revanche, je vous renvoie à la loi du 17 juillet 1978. Vous direz, 17 juillet 1978, je vous dirais oui, mais sauf que ça a été modifié par l'ordonnance du 29 avril 2009, faisant suite à l'article 35 de la loi du 15 juillet 2008. Pourquoi est-ce qu'il nous enquiquine à dire ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il est précisé que n'importe quel citoyen, n'importe quelle institution privée peut demander la transmission des documents. Et il est précisé pour définir ce que sont ces documents, constituent de tels documents les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles. Donc je vous encourage à demander les éléments pour qu'on vous les transmette. Vous aurez gain de cause, vous passerez un recours gracieux au tribunal administratif, puis vous passerez au niveau des institutions européennes parce que ça ne vous sera pas transmis. Dans 15 ans, vous les aurez, il sera trop tard. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour le savoir? Eh bien, simplement, on regarde Eurostat. Eurostat, mars 2018. Eurostat a un indicateur qui s'appelle le taux de surcharge des coûts du logement. C'est quoi le taux de surcharge des coûts du logement? C'est le pourcentage de la population qui supporte un taux d'effort supérieur à 40% du revenu. C'est un choix qui a été fait, il y a d'autres indicateurs, vous pourrez le consulter, vous verrez, vous vous en sortirez enrichi. Et en plus, c'est gratuit, donc vous enrichir gratuitement, ça ne fait pas de mal. Donc, je vous ai pris deux indicateurs. Tout d'abord, le taux de surcharge dans le parc locatif social. Alors, en France, ce taux de surcharge, il est de 8,9% dans le parc locatif social. Cela signifie que vous avez 8,9% des locataires du parc locatif social qui consacrent plus de 40% de leurs ressources pour se loger. Je ne rentre pas dans les détails techniques, si vous voulez. La moyenne européenne, c'est 13%. Et donc la France, avec 13%, est 9e en partant du bas. Donc elle se situe finalement parmi le meilleur tiers du peloton de l'ensemble des 28 États de l'Union européenne. Et puis on fait la même chose pour le locatif privé. Je vous ai pris le locatif privé aussi. Quand on regarde, on est à quoi? Eh bien,
nous sommes sur 16,5% des locataires du secteur privé qui supportent un taux d'effort supérieur à 40%. Vous allez me dire, c'est énorme, oui, sauf que la moyenne européenne, elle est de 28%. Et donc, en réalité, nous sommes 5e. Nous sommes dans donc, les 20% des États de l'Union européenne où le taux d'effort est le plus bas. Donc, si les aides personnelles au logement ne remplissent pas une fonction de soutien à l'effort des ménages aux ressources les plus basses pour se loger, voilà. Troisième affirmation. Comme on l'a entendu à nombreuses reprises, en dépit de la masse importante des aides qui sont accordées, finalement, jamais il n'a été possible de lutter contre la pauvreté en France. Ça, c'est une affirmation singulière. Si véritablement le système des redistributions en France, c'était les aides au logement, ça se saurait, il n'y a pas que cela. Il y a les prestations familiales, il y a l'assurance chômage, il y a etc. Néanmoins, jouons le jeu. Parce que quand on a des affirmations de cette nature, on essaie tout de même de savoir d'où ça vient. Alors on cherche, on regarde du côté de l'INSEE, qui lui-même se tourne vers Eurostat, et Eurostat nous dit « La France est un des États de l'Union européenne où le taux de pauvreté monétaire est le plus bas. Donc si les aides au logement permettent de lutter contre la pauvreté, un des indicateurs, c'est le taux de pauvreté monétaire. Comme on est 7e, donc sur 28 parmi les taux de pauvreté monétaire les plus bas, on peut être relativement satisfait en conclure que les aides au logement permettent de lutter contre la pauvreté. Mais ça ne suffit pas. Donc on va trouver l'affirmation suivant laquelle, finalement, la crise du logement perdure, avec autant d'aides au logement distribuées chaque année, il n'y aurait pas eu possibilité, finalement, de faciliter l'accès au logement, d'améliorer les conditions de logement. Très bien. Alors, encore une fois, prenons un indicateur qui est celui d'Eurostat, qui est le taux de surpeuplement des logements. Taux de surpeuplement des logements. Alors, en France, en 2017, le taux de surpeuplement, d'après Eurostat, était 7,6% des ménages en France qui vivent dans un logement surpeuplé. La moyenne européenne, c'est 16,7%. Et encore une fois, la France est dans le tiers des États de l'Union européenne au taux de surpeuplement le plus bas. Mais il faut dire que dans ce peloton au taux le plus bas, on va trouver toujours les mêmes. On va trouver l'Allemagne, on va trouver le Luxembourg, le Royaume-Uni, la Finlande. Mais dans un mouchoir de poche, là où la France est avec 7,6% de ménages vivant dans un logement surpeuplé, en Finlande, on est à 7,4%. En Allemagne, on est à 7,5%, etc. Donc autant dire qu'encore une fois, le dispositif des aides au logement aurait rempli la fonction qu'on en attendait. Et donc pour finir maintenant, le dernier argument qui est apparu, non, ça n'a rien à voir avec Benoît, qui a apparu durant les derniers mois, a été de dire, mais finalement, les aides au logement ne permettent plus aujourd'hui de réguler l'activité du secteur. Très bien. Alors comment fait-on pour savoir si les aides au logement régulent l'activité du secteur? On prend les 25 dernières années. Et on regarde, par exemple, comment la construction s'est comportée autour des 25 dernières années. Aucun cycle, à la différence de ce que j'ai cru entendre ce matin. Aucun cycle. En revanche, nous avons eu des plans de relance de la construction. Et je vous ai pris sur les 25 dernières années 4 plans de relance. Premier plan de relance, c'est le plan de Charette en 1993. Reprise de la construction. Deuxième gros plan de relance, je ne vous parle pas des bricolos. Deuxième gros plan de relance, ça a été celui qui s'est appelé plan de cohésion sociale et mise en place du PNRU, qui a permis notamment de tripler le niveau de la construction locative sociale.
troisième plan de relance. C'est celui qui est décidé à la suite de la crise économique et financière internationale et qui va permettre à la France d'éviter d'avoir un appareil de production ou un niveau de construction qui sombre. Et quatrième plan de relance, c'est celui qui a été décidé, malheureusement, elle n'est pas là par Sylvia Pinel, et qui avait permis de relancer la construction. Donc, si on regarde sur les 25 dernières années, 4 plans de relance qui ont présenté une efficacité remarquable. En revanche, à chaque fois qu'on a une chute de la construction, en dehors de la période maudite, qui est la crise économique et financière internationale des années 2008-2009, à chaque fois que nous avons eu un effondrement de la construction, il a été provoqué par des décisions budgétaires, et que par des décisions budgétaires. Je vous prends pour finir uniquement 2 épisodes. D'abord, nous avons la remise en cause des soutiens à la construction en 2012. Vous vous souvenez, Cécile Duflot. Et puis, deuxième, et je vous rappellerai que la conséquence de cela a été qu'en 2015, le niveau de la construction est descendu plus bas, alors qu'il n'y avait aucune crise financière internationale, plus bas qu'en 2008-2009. Et puis, deuxième épisode que nous sommes en train de vivre, c'est la remise en cause du prêt à taux zéro, du Pinel, et les conséquences qui font suite aux décisions concernant les aides personnelles au logement, et qui conduit aujourd'hui le niveau de la construction sur un chemin de descente qui est comparable à celui qu'on a connu lors des crises de la construction précédentes. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cela? Eh bien, on peut conclure que les affirmations qui sont présentées, généralement, ne sont pas fondées sur les documents, sur les informations qui sont transmises par les organisations européennes ou internationales. Et donc, on se demande d'où viennent les éléments qui permettent d'affirmer que les aides personnelles ne remplissent pas leur fonction, qu'elles ne permettent pas de baisser les taux d'effort, qu'elles ne permettent pas de se loger, qu'elles ne permettent pas de lutter contre les récessions et donc qu'elles ne permettent pas au secteur de voir son activité se réguler. Voilà, donc je n'ai pris que ces questions-là. Il y en a beaucoup d'autres et je pense que les débats vont permettre de leur apporter un éclairage. C'est tout pour vous.